ce soir 7 placements incroyables pour doper sa trésorerie et comment sécuriser la trésorerie de votre entreprise. Vous avez peut-être de l'argent sur le compte bancaire de votre entreprise, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros. Vous ne savez pas quoi faire de cette trésorerie. Pourtant, depuis quelques mois, la donne est en train de changer puisque les taux d'intérêt sont en train de s'envoler suite à l'inflation et aux injonctions de liquidité de la part des États. Inflation, hausse des taux d'intérêt, envolée de certains produits financiers, chute d'autres produits financiers dont on parlait énormément depuis plusieurs années. On va en parler ce soir des SCPI. Et donc une actualité riche sur le placement de trésorerie des entreprises. Pendant quasiment 7 ans, c'était complètement figé. Il y avait peu de produits qui rapportaient. Et là, aujourd'hui, on a vraiment des choses intéressantes qui apparaissent. Et surtout, aussi, on parlera des nouveaux produits, des nouveaux actifs auxquels certains se sont frottés ces dernières années. On parlera bien évidemment un peu des cryptos, des NFT, de tous ces placements présentés comme miraculeux et qui, pour finir, affichent des rentabilités parfois décevantes. On parlera aussi pour tous ces produits, et bien évidemment, de la fiscalité. Donc, on commencera tout de suite par un focus pour bien remettre au clair la grille de lecture, différence entre placement et investissement. Vous devez comprendre la différence. On parlera pour commencer des investissements classiques, ceux dont va vous parler votre banquier, donc on en parlera ce soir, et on parlera aussi de la fiscalité. Vous verrez que là aussi il y a des choses qui sont souvent méconnues. On parlera d'investissements plus originaux et plus surprenants. Ça, c'est un peu la petite surprise du soir. Les placements classiques. Alors là, Jean-Luc, tu nous parleras vraiment de produits originaux, des placements défiscalisants, donc avec des rentabilités variables, mais surtout avec parfois des fortes réductions d'impôts, donc hyper intéressant d'un point de vue de la rentabilité. Les placements originaux, on a parlé des investissements originaux, on parlera de placements originaux. Placement spéculatif et risqué. On répondra à la question qu'on nous pose souvent, mais combien je peux placer dans ma trésorerie? Voilà, j'ai 50 000 euros, mais combien je peux placer? Et puis, on n'oubliera pas des points de vigilance en matière de gestion de trésorerie, de droit des sociétés, de ce que vous pouvez faire et pas faire dans votre société. Donc, placement et investissement. What's the difference entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas toujours très clair dans vos têtes, donc on commence avec ce petit point. Votre trésorerie, les 50 000 euros que vous avez peut-être sur le compte bancaire de votre société, vous avez deux possibilités. Soit vous allez le placer à long terme, donc on parle d'un investissement. Un investissement, ça a vocation à générer des revenus. Générer des revenus sur le long terme. Donc, prenons l'exemple classique qui est l'immobilier locatif. En général, l'investissement, il va générer un loyer et puis c'est de l'argent qui va rentrer sur le compte bancaire pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais il peut aussi générer des plus-values. Par exemple, l'immobilier, si on reste sur l'immobilier de prestige, les gens qui investissent dans l'immobilier, ils connaissent bien la différence. Si vous voulez faire du locatif avec une forte rentabilité, vous allez plutôt chercher des petites surfaces dans des endroits pas très bien valorisés, mais qui se louent bien. Si vous voulez au contraire dégager de la plus-value, vous allez faire de l'investissement de prestige avec un faible revenu, par contre une espérance de gain à un horizon donné beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est le long terme. Et puis le court terme, là, c'est plutôt ce qu'on appelle des placements. Donc là, on va mettre de l'argent souvent liquide et qu'on va pouvoir récupérer vite si on en a besoin. Donc souvent, ces placements, on va surtout les placer pour faire du revenu, de générer des petits revenus. Et c'est notamment, ça va être la partie qui concerne les décalages de trésorerie, donc ce qu'on appelle
les décalages, le BFR, etc. Par exemple, si vous avez de la dette fournisseur, vous repoussez vos échéances fournisseurs, ça permet de faire monter la trésorerie. C'est évident que cette trésorerie, elle est assez fragile. Donc, vous allez peut-être devoir la décaisser dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, cette trésorerie-là, elle va être placée à court terme et vous n'avez pas forcément envie de prendre des risques là-dessus parce que c'est de l'argent dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez plutôt vouloir sécuriser avec un petit revenu, malgré tout. Donc, investissement ou placement. Vous avez compris la différence. La fiscalité sur les investissements à long terme, elle est normalement, c'est la fiscalité normale sur les bénéfices des sociétés. Donc, c'est 15 ou 25%, sauf sur les plus-values réalisées sur certains titres, des titres de participation. Si votre société elle investit dans des titres de participation, c'est-à-dire dans une filiale ou dans les titres de la boîte d'un copain ou je ne sais quoi, mais qu'elle achète des titres et qu'elle les garde plus de 2 ans, ces titres, vous le savez, on en a déjà souvent parlé, ils sont exonérés d'impôts. Ils sont exonérés d'impôts, c'est-à-dire que la plus-value que vous dégagerez sur ces titres, elle sera de 0. Sauf sur une petite partie, il y a 12% de base fiscale réintégrée, c'est-à-dire 12% de la plus-value sera imposée. Donc comme l'impôt c'est 25% de 12%, eh bien ça fait 3%. Donc vos plus-values, elles seront 3%. Vous placez 10 000 euros dans la boîte d'un copain, vous les revendez dans 10 ans 100 000 euros, 90 000 euros de bénéfices, vous n'allez payer de l'impôt que sur 12% de ces 90 000 euros. Donc, sur 9 000, 12% de 90 000 euros, si je ne me trompe pas, ça fait 10 000 euros, 10 800 euros peut-être. Et c'est sur ces 10 800 euros que vous avez payé 25% d'impôt sur les sociétés, 15% ou 25%. Donc, vous voyez que sur les titres de participation, le taux d'impôt est très très faible, à peu près 3% de la plus-value. Pour tous les autres, ce sera 15% d'impôt société sur la plus-value ou 25% si votre taux d'imposition c'est 25%, c'est-à-dire si les bénéfices de votre société dépassent 42 500 euros par an. Pour les revenus, ce sera toujours l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices par an et 25% au-delà. Pour les revenus à court terme, les placements, vos revenus de placement financier, ils sont imposés comme des bénéfices normaux. Voilà, donc 15 ou 25%, aussi bien pour les plus-values que pour les revenus. Alors, les investissements classiques, eh bien, des investissements classiques, simplement pour que vous ayez vraiment une vision, la trésorerie de votre entreprise, vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour investir, pour accélérer la croissance de votre entreprise, en achetant du matériel, en achetant des véhicules, en investissant dans des logiciels, en développant des logiciels. Tout ça, c'est des investissements d'exploitation. Ça n'a pas vocation à faire de la plus-value. Vous n'allez pas faire de la plus-value sur une voiture que vous achetez, quelle qu'elle soit normalement, sauf les voitures de collection. On en parlera tout à l'heure. Mais sur les voitures d'exploitation, ça permet à l'entreprise de se développer, donc c'est un investissement. Vous pouvez aussi investir évidemment dans du matériel de bureau qui lui aussi a vocation à permettre à la société de se développer, et vous pouvez investir aussi dans de l'immobilier, alors matériel et immobilier de bureau. Vous pouvez investir dans l'immobilier de bureau pour votre propre société ou pour faire du locatif, et dans ces conditions, vous pouvez faire du locatif dans du bureau, dans du commercial, dans de l'habitation. Vous n'êtes pas tenu d'investir dans des biens immobiliers que pour l'usage de votre société. Vous pouvez très bien faire des investissements immobiliers pour gagner de l'argent, pour placer et faire fructifier on reviendra tout à l'heure dessus aussi, vos bénéfices, donc de l'argent qui a déjà été gagné. Vous pouvez le placer dans l'immobilier, soit directement, soit en passant par une SCI. Ça dépend de ce que prévoient vos statuts, ça dépend aussi de l'importance de l'investissement. Mais ça va dégager des revenus à long terme. Et donc, si vous faites du bénéfice sur vos investissements immobiliers, ils vont être taxés à 15% ou 25%, toujours selon le critère des 42 500 euros de bénéfices.
Des investissements un peu plus originaux, eh bien, voilà, c'est l'art. Art et objet de collection. Donc, vous avez le droit, il y a très peu d'entrepreneurs qui le savent, ça, mais vous avez le droit de placer la trésorerie de votre entreprise dans des actifs qui ont vocation à prendre de la valeur. Donc, bien évidemment, au titre de ces actifs, il y a tout ce qui est art, art contemporain, art ancien, objet de collection, vin, donc le vin de prestige. Vous pouvez tout à fait acheter des caisses de vin en mode investissement. Vous pouvez aussi l'acheter en mode cadeau pour vos partenaires. Mais en général, bon, il faut pouvoir l'expliquer, le justifier et avoir des partenaires qui vous apportent du business. Vous pouvez investir dans des voitures de collection, surtout si c'est coté. L'avantage des voitures, c'est que les voitures de collection, il y a une cote, elle est publique, et que si vous investissez dans une voiture de collection dont la cote est stabilisée ou a déjà recommencé à monter, on ne peut pas vous le reprocher véritablement. Voilà. Les montres, les chevaux, tout ce qui a une cote, tout ce qui peut générer de la plus-value, eh bien, vous avez le droit d'investir là-dedans. Alors, on reviendra aussi dessus. Il ne faut pas que ce soit dans des montants disproportionnés. Et si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, il ne s'agit pas d'acheter un cheval avec 50 000 euros. Il faut que ce soit proportionné, il faut que ce soit cohérent par rapport à ce qu'un gestionnaire avisé ferait voilà, d'actifs financiers. Donc, bon, on pourrait en parler, mais c'est sans fin hein, la proportion. Mais on vous donnera des indications tout à l'heure. Voilà. L'immobilier locatif d'habitation, là aussi, vous avez le droit, alors c'est pas des objets de collection, c'est de l'immobilier locatif. Vous avez le droit d'investir dans de l'immobilier locatif, on le disait tout à l'heure. Donc, un appartement au sport d'hiver ou à la plage, si ça rapporte des revenus, vous avez le droit d'investir là-dedans. Enfin, votre société, hein, j'entends. La taxation, toujours la même ici, 15-25% pour les plus-values et les revenus. Petite précision concernant, je reviens sur l'art contemporain. Alors, l'art contemporain, il y a des conditions. Hein. Art contemporain, ça veut dire que l'artiste, il est vivant. Ça veut dire que les biens, ils sont présentés au public. Donc, vos clients, ils doivent pouvoir le voir. Et fiscalement, vous pouvez déduire du bénéfice imposable de votre société la plus élevée des deux limites, 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires, il manque la mention, 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires ou 20 000 euros. Quel que soit votre chiffre d'affaires, vous pouvez acheter un tableau de 20 000 euros et il sera fiscalement déductible. Jean-Luc, je ne me souviens plus, les 20 000 euros, si j'achète un tableau de 20 000 euros, en fait, c'est déductible, mais c'est amorti sur 5 ans, non? Ah, ouais, c'est ça, on étale sur 5 ans. Ouais. Donc on déduit 4 000 euros tous les ans. Et c'est le plus des deux. Ok, super. Alors, ben justement, maintenant, Jean-Luc, tu vas nous parler des placements classiques. Alors, je vais parler des placements classiques fiscalisés et toi, tu prends le relais juste après. Sur les défiscalisés. Donc les fiscalisés, bien évidemment, tout ce qui est compte bancaire, enfin compte rémunéré, compte à terme. Donc aujourd'hui, les banques, elles proposent actuellement des rémunérations qui sont de l'ordre de 3,5%. Donc si vous allez voir votre banquier, vous dites j'ai 10 000 euros à placer, il doit pouvoir vous proposer un produit qui rapporte à peu près 3,5%. Pour votre société. Donc, c'est plutôt pas mal parce que là, ça faisait 5 ans qu'ils ne proposaient plus rien, les banquiers. Donc, maintenant, ils proposent. Alors, ça va peut-être un petit peu augmenter, un petit peu, mais pas trop. Donc, il y a pas mal de financiers qui disent qu'il faut absolument placer maintenant, notamment dans les obligations, parce que les taux des obligations sont plus élevés. Les obligations, c'est aujourd'hui, on en trouve à 7%. Si l'inflation rebaisse, et il semblerait qu'on a atteint un pic et que ça commence à baisser, eh bien les taux des obligations vont rebaisser. Donc là, il y a une opportunité à prendre des obligations qui sont des titres qui génèrent des revenus. Si vous prenez une obligation qui a une durée de vie de 6 ans, que vous placez 10 000 euros, eh bien, et qui a 7% aujourd'hui, eh bien, pendant 6 ans, vous allez toucher les 7%, quelle que soit l'évolution de l'inflation, quelle que soit l'évolution des taux.
Donc, si les taux retombent à 2%, vous aurez votre obligation qui continuera à générer 7%. Donc, ça peut être très intéressant, surtout si vous anticipez, comme le font un certain nombre d'experts, une baisse de l'inflation et des taux qui suivront derrière. Donc, vous pouvez investir dans les obligations. Vous pouvez investir aussi dans les FCPI, fonds communs de placement immobilier ou innovation. FCPI, c'est innovation, je crois. Ouais, plutôt innovation. Qui proposent des taux assez élevés. Vous pouvez investir dans les SCPI ou OPCI, qui sont des sociétés collectives de placement immobilier. Voilà une façon d'investir dans ce qu'on appelle l'immobilier papier. Alors attention les SCPI, parce que là, avec le ralentissement du marché, le retournement même du marché de l'immobilier, il y a des SCPI qui ont dévalorisé, qui ont recalculé la valeur de leur part et il y a eu des baisses comprises entre 10 et 20% du jour au lendemain. Donc c'est assez violent, mais ça peut être l'occasion justement de rentrer sur les SCPI puisque elles viennent d'être décotées assez fortement, certaines d'entre elles. Donc c'est une opportunité si vous anticipez un rebond du marché de l'immobilier. Et puis les actions, bien évidemment. Sachez qu'avec votre société, vous pouvez investir dans les actions. Les actions, il faut évidemment ouvrir un compte titre au nom de votre société. Surtout, ne prenez pas l'argent de votre société pour le mettre sur votre compte titre personnel. Ce serait considéré comme des dividendes ou des salaires versés. Donc, si vous voulez investir dans des actions de placement, des actions, des titres en bourse, à partir de votre société, vous devez ouvrir un compte titre, donc avoir une banque qui permet de le faire. Donc, souvent, une banque de réseau. Hein. Les néobanques, elles ne le permettent pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est tout à fait légal. Ça l'est tellement que c'est évidemment fiscalisé. Alors, c'est fiscalisé comme les bénéfices, donc 15-25%, sauf, ça, il faut le savoir, les plus-values latentes. Donc, si vous avez acheté des actions, si vous avez acheté des actions, eh bien, les actions, les plus-values latentes sur les actions, elles sont fiscalisées en fait. Elles ne sont pas fiscalisées à titre personnel, mais elles sont fiscalisées à titre professionnel. Donc là, il y a une petite coquille. Il y a marqué 0 pour les plus-values réalisées, les plus-values latentes. En fait, les plus-values latentes, elles sont fiscalisées dans les sociétés. Donc tout est fiscalisé. Bon, c'est bon à savoir. Et les moins-values latentes sont défiscalisées. Vous pouvez déduire les moins-values. Sauf, voilà, c'est pour ça que c'est marqué là, il y a des outils qui permettent de ne pas payer d'impôt sur les plus-values latentes. Et Jean-Luc, je te laisse le micro. Voilà, donc là, je vais vous parler quelques outils de placement, là, en effet, qui peuvent être intéressants puisque ça va réduire votre imposition. Donc, comme disait Xavier, là, en effet, si vous faites des placements en actions, les plus-values latentes, c'est-à-dire les plus-values qui sont réalisées à la date de clôture sans que vous ayez vendu les titres, que vous n'ayez pas réalisé vraiment la plus-value, en fait, on valorise le placement au 31 décembre, si vous clôturez au 31 décembre, et le gain, même s'il n'est pas réalisé, il est imposable. Alors, on va voir qu'il y a un cas particulier qui permet d'éviter ça, c'est le contrat de capitalisation. Alors, contrat de capitalisation, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît les assurances vie en tant que particulier. C'est un placement à la mode, hein, presque tout le monde a un contrat d'assurance vie dans son portefeuille. Le contrat de capitalisation, c'est l'équivalent pour les sociétés. Donc, en fait, c'est une enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir mettre les placements que vous préférez. Donc, ça peut être des actions, des obligations, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, des SCPI, des fonds en euros, multi-supports. Donc, en fonction de votre appétence, votre intérêt, vous pourrez choisir ce que vous allez mettre dans le contrat de capitalisation. Alors, il y a pas mal d'avantages, c'est que aussi, vous pouvez déléguer la gestion. Donc, ça sera votre banquier, lui, en fait, qui fera les arbitrages qui vont bien en suivant éventuellement vos instructions. L'autre intérêt qu'il y a, c'est que le capital, il peut être disponible immédiatement par le biais de rachat ou d'avance. C'est-à-dire que vous ne cassez pas le contrat. Lorsqu'on casse le contrat, à chaque fois, il y a des frais. Et s'il faut resouscrire, vous allez avoir à nouveau des frais. Là, vous avez une avance de trésorerie sur le contrat de capitalisation.
qui sera payante, bien sûr, hein. C'est comme si on vous faisait un prêt, mais vous pourrez utiliser cette avance. Il n'y a, il y a, il y a pas forcément de délai, hein. Ça peut être sur 6 mois, un an, 3 mois, avec des intérêts. Après, vous remettez l'argent, puis le contrat de capitalisation, ce dont vous avez souscrit, là, continuera à porter ses fruits. Et voilà, la fiscalité, elle est assez particulière, puisque en effet, les plus-values, elles ne sont pas déterminées tous les ans à la date de clôture, mais il y a une imposition forfaitaire. Alors, il y a un calcul qui est assez savant. En fait, on prend le placement que vous avez fait à une date donnée, on le majore de 105% et du taux moyen des emprunts d'État. Alors, je vous ai mis un exemple. Vous souscrivez 300 000 euros en janvier 2023. Le taux moyen d'État était à 2,76. Donc, il y a un calcul forfaitaire qui va être le suivant. Ça sera 300 000 euros fois 105% fois 2,76. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que c'est le taux à laquelle vous avez souscrit le contrat. Donc, si vous l'aviez souscrit, par exemple, en janvier 2023, là, à cette époque-là, les taux, ils étaient assez bas. Et donc, tous les ans, vous aurez une base d'imposition forfaitaire qui sera 8 694, même si après, le contrat de capitalisation, il a pris 8% ou 10%. Par exemple, si vous aviez souscrit à des SCPI qui rapportent 7%, vous voyez, vous auriez 21 000 euros de base imposable. Alors que là, vous aurez que 8 694. Et le calcul définitif, en fait, il va se faire lorsque vous allez racheter, c'est-à-dire lorsque vous allez clôturer vos positions et fermer le contrat de capitalisation. Donc, on fera le calcul de la plus-value totale, moins les acomptes que vous aurez versés pendant les années avec ce taux forfaitaire. Donc, voilà, donc c'est intéressant. L'inconvénient qu'il y a avec ce type de placement, c'est que tous les ans, vous avez quand même une taxation annuelle forfaitaire, même si le placement a baissé. Alors, des fois, ça peut arriver en effet que ça baisse. Donc, du coup, la baisse, vous n'en bénéficiez pas, vous ne pouvez pas la déduire, puisqu'il faudra attendre le dénouement du contrat. Les inconvénients, c'est les frais de contrat. C'est un peu comme quand vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, il y a toujours des frais d'entrée. Donc, du coup, il faut faire un placement sur quelques années pour amortir les frais d'entrée. Sinon, ça ne va pas être très rentable. Donc, c'est plus un placement à moyen et long terme, sachant que vous pouvez faire quand même en cours de contrat des avances qui permet, si vous avez un petit décalage de trésorerie, d'y faire face. Voilà, donc contrat capitalisation, il faut penser, c'est l'équivalent du contrat d'assurance vie pour les sociétés, pour les entreprises. Un autre placement intéressant qui permet de défiscaliser, ça c'est un placement qui est assez à la mode en ce moment, c'est les SCPI démembrés. Alors une SCPI démembrée, c'est quoi? C'est un peu comme une SCI qui détient plein d'immeubles en fait. Donc il y a des gestionnaires qui font beaucoup d'acquisitions. Donc il y a des SCPI de rendement, des SCPI de plus-value. Il y a différents types de SCPI qui vont détenir soit des immeubles de bureaux, soit des logements d'habitation. Enfin, il y en a énormément. Donc ça permet d'investir dans l'immobilier. C'est pareil, en fonction de votre appétence, vous pouvez choisir plus des bureaux ou des logements. Ça va permettre d'avoir des revenus réguliers. En général, c'est des revenus trimestriels qui vous sont versés sur votre compte. Les risques, ils sont très mutualisés puisque du coup, il y a plein d'immeubles. Donc, le risque d'impayé, il est quasiment négligeable puisque s'il y a un locataire qui ne paye pas, vu qu'il y en a des centaines, voire des milliers, ça sera noyé dans la masse. Pareil, vous pouvez déléguer la gestion, donc c'est le gestionnaire qui va s'occuper de tout, et il peut y avoir une fiscalité assez intéressante. Alors la fiscalité du démembrement, ça va être la suivante. Le montage idéal, c'est que vous, en tant que propriétaire, vous achetez la nue propriété des parts de SCPI, et votre société, elle va acheter l'usufruit. Donc l'usufruit, c'est quoi? C'est la possibilité de recevoir des revenus réguliers. Et le nu propriétaire, lui, il a le capital. Donc le démembrement, en fait, il se fait sur la durée de l'usufruit. Généralement, ce qui est proposé, c'est des usufruits sur 5 ans. Et dans ces cas-là, donc, on considère que l'usufruit,
il vaut 20% de la valeur totale du bien. C'est ce qui est appliqué généralement par la plupart des compagnies. Donc, si vous faites un investissement qui vaut 100 000 euros, il sera réparti comme ça. Il y aura 80 000 euros qui sera au nu propriétaire et 20 000 euros qui sera par votre société. Et l'avantage qu'il y a, c'est que l'usufruitier et l'usufruit, en fait, les parts que vous détenez en usufruit, vous allez pouvoir les amortir. Et vous allez les amortir sur la durée de l'usufruit, qui va être de 5 ans, là, dans l'exemple qu'on donne. Donc, si vous avez acheté les parts 20 000 euros en usufruit, vous pourrez déduire tous les ans, et ben, 20 000 divisé par 5, ça va faire 4 000 euros. Donc, vous aurez 4 000 euros qui passeront dans les frais tous les ans. Donc, c'est le moyen de défiscaliser une partie de l'investissement. L'autre défiscalisation, elle est au fait que vous, en tant que nu propriétaire, ben, comme vous n'allez pas toucher les revenus, puis c'est la société qui va les recevoir, ben, vous n'avez ni d'imposition, et ça ne rentre pas dans l'IFI non plus, puisque l'impôt sur la fortune immobilière, en fait, c'est l'usufruitier qui le paye. Et donc, les personnes morales, elles ne sont pas assujetties. Donc, si on prend un petit exemple là, que je vous ai donné pour un investissement de 100 000 euros qui dégage une rentabilité de 5%, votre société, tous les ans, elle aura 5% de 100 000 euros, c'est-à-dire 5 000 euros, et elle va amortir l'usufruit 4 000 euros. Donc, vous voyez, la base imposable, du coup, elle est que de 1 000 euros. Au lieu de payer les impôts sur 5 000 euros, payer les impôts sur 1 000 euros. Donc, c'est une solution qui permet de joindre à la fois l'investissement immobilier avec une fiscalité attrayante. Bien sûr, alors quand on est dans ce cadre-là, il faut que le nu propriétaire, c'est-à-dire vous, en tant que personne physique, vous ayez un peu d'argent quand même pour acheter la nue propriété. Alors, on vous a mis les inconvénients comme tout à l'heure. La nue propriétaire doit disposer d'une trésorerie, là c'est ce que je viens de vous dire. La liquidité, puisqu'en fait vous êtes quand même bloqué pendant 5 ans, bon, c'est pas une grosse période, donc du coup la durée c'est plutôt du moyen ou du long terme. Ok, donc ça veut dire, Jean-Luc, si je résume, ça veut dire que, en effet, si ma société a 20 000 euros, elle investit, donc j'investis avec elle, moi je mets 80 000, la société met 20 000, donc les 20 000 euros ils sortent, ils sortent. Ensuite, ça rapporte 5 000 euros par an, donc 25 000 euros. Là-dessus, je suis fiscalisé sur 1 000 euros par an, donc ça me coûte un peu d'impôt société. Mais la société reconstitue son capital de départ grâce à l'intérêt qu'elle touche. Et à la fin du compte, à la fin de l'usufruit, la société a récupéré quelque part ses 20 000 euros, même 25 000 euros, moins l'impôt. Donc, elle a récupéré ses 20 000 euros. Et moi, à titre personnel, je suis propriétaire d'un bien qui valait 80 000 euros au début de l'investissement et qui en vaut 100 000 au bout de 5 ans. C'est Donc, en ça. fait, l'astuce, c'est que j'ai sorti 20 000 euros quelque part en valeur de ma société sans que la société, finalement, débourse l'argent. C'est ça, tu peux le voir aussi sous cet angle-là, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En effet, la société, du coup, ça lui a coûté quasiment rien, puisque à la fin, là, avec les intérêts, elle va récupérer ses 20 000 euros avec très peu de fiscalité. Et puis toi, en tant que personne physique, tu récupères 100 000 euros alors que tu n'as mis que 80 000 euros. Ouais, d'accord. Et ok, il y a une petite question dans le chat de Yannick qui nous dit, je croyais que Oui, c'était il y a un mini abus ouais. fiscal. Il y a un peu de Euh, jurisprudence là-dessus, il y a eu des oui. contentieux. Non, non, il y a pas d'abus fiscal, hein. Ça se fait vraiment beaucoup. Il y a pas d'abus Bon, fiscal, hein. pour rester dans les proportions, voilà, il Oui. faut respecter les clés de Mm, valorisation de mm. l'usufruit. Il faut structurer ça. Non, mais si c'est fait dans le cadre d'un placement, le risque, il est limité. Alors, si vous faites ça il faut voir dans quoi vous le faites, quoi. Si c'est vous qui faites le montage dans un bien immobilier et qu'en effet, vous tirez un peu trop sur les cordes en termes de valorisation, il peut y avoir des Oui. requalifications. Mais Ouais, bah oui, ouais, c'est surtout ça, il faut respecter la répartition entre usufruit et nue propriété, parce que, en effet, si tu abuses sur la valorisation de l'usufruit, c'est sûr que ça peut être qualifié, quoi. donc le mieux, c'est de faire ça dans des produits structurés Oui, qui sont proposés par des boîtes dont c'est le métier et qu'on ne puisse pas
vous reprocher d'avoir bidouillé le montage à des fins purement personnelles et de défiscalisation. Enfin, donc, ouais, il faut faire attention. L'abus de droit, il est toujours là, mais bon, c'est vrai que le démembrement, ça existe depuis pas mal de temps et ça existait avant les SCPI, ça existe maintenant dans le cadre des SCPI. OK. Alors, un autre moyen de défiscaliser, alors là, c'est de la grosse défiscalisation, là. On avait fait un webinaire sur le sujet, là, c'est le Girardin IS. Alors, le Girardin IS, c'est investir dans l'immobilier dans les dom-toms. Et là, ça permet d'obtenir une grosse défiscalisation. Donc, on va le voir. Alors, ça permet, bon, alors on va investir dans l'immobilier. Comme on va faire une grosse économie d'impôts, bah, du coup, ça va augmenter la trésorerie et les dividendes. Et la fiscalité, c'est la suivante, c'est que vous avez un crédit d'impôt de 35% de la valeur du bien. Donc, si vous faites un investissement de 100 000 euros dans les dom-toms, donc vous aurez un crédit d'impôt de 35 000 euros. Donc, vous voyez, ça peut complètement effacer l'impôt société. Et cerise sur le gâteau, c'est que si vous n'avez pas assez d'impôt société, bah, la différence, elle va vous être remboursée. Donc, fiscalement, donc c'est assez attrayant. Et surtout, ce que ça permet, en fait, c'est que vous allez investir dans l'immobilier, donc vous allez avoir ce crédit d'impôt, et puis le bien immobilier que vous allez acheter, vous allez pouvoir l'amortir. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, vous allez passer en charge une partie de la valeur du bien. Donc, en quelque sorte, vous déduisez 2 fois l'investissement. Alors, je vous donne un exemple. Là, si vous investissez 100 000 euros, bah, vous allez avoir le crédit d'impôt de 35 000 euros qu'on vient de voir. Après, ça va vous permettre d'encaisser des loyers, puisque en général, c'est des biens locatifs. Donc, on va dire que ça rapporte 5%, donc 5 000 euros. Donc, vous aurez des produits de 5 000 euros. Et comme le bien, vous allez pouvoir l'amortir. Dans l'exemple, là, on a mis 80%, puisqu'en fait, le terrain, ça ne s'amortit pas. Donc, quand on fait un investissement immobilier, on met à part le terrain. Donc, on va amortir sur une base réduite qui sera de 80 000 euros. Et si on amortit sur 30 ans, vous voyez, on va passer en frais 2 666 euros. Donc, une base imposable qui est réduite à 2 334. Donc, du coup, bah, assez peu d'impôts pendant la période. Et ça permet, bah, en effet, de gagner sur les 2 tableaux avec un gros crédit d'impôt et une fiscalité assez réduite. Alors, vous pouvez investir cette trésorerie-là, les 100 000 euros, par exemple, ça peut servir d'apport et trouver un financement bancaire pour le complément, sachant que comme c'est dans les dom-toms, en général, les banquiers, elles ne financeront pas 100%. Et l'apport, il doit être plus conséquent que quand on investit en métropole. Mais c'est un moyen d'investir sa trésorerie. Les inconvénients là, sur lesquels il faut vraiment être vigilant, c'est le gestionnaire. Il faut vraiment bien le sélectionner, que ce soit quelqu'un qui a l'habitude de faire des opérations depuis plusieurs années sur place, hein, parce que c'est vraiment très, très technique. Il faut bien choisir l'emplacement. Pour monter les dossiers, il ne faut pas se faire retoquer par les impôts, sinon on perd tous les avantages. Donc bien choisir son gestionnaire. Là, la liquidité, par contre, elle va pas exister, quoi, puisque l'argent il a été mobilisé dans un bien immobilier. Là, donc du coup, ça sera plus du moyen ou du long terme. Mais pour ceux qui ont une trésorerie vraiment qui est très excédentaire, qui est plutôt dormante, ça peut être, et puis qui font des bénéfices, hein, ça peut être une solution pour bien défiscaliser et se constituer un patrimoine immobilier. Alors là où c'est, Jean-Luc, là où c'est vraiment, ça fait partie des placements financiers, entre guillemets, un peu incroyables, c'est que faut revenir, je reviens juste là-dessus, 35% de crédit d'impôt. C'est-à-dire que l'État vous rembourse 35% de votre investissement. Donc, en termes de rentabilité, si vous avez une approche qui est financière, vous voyez que c'est 35%, c'est-à-dire que votre investissement, au final, si vous investissez 100 000 euros, il va être de 65 000. Donc, ça veut dire que vous investissez 65 000, qui au final, si l'immobilier n'augmente pas, va vous rapporter 100 000. Donc, il y a déjà un bonus de rentabilité de 50% dès le début. Bon.
Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Alors, attention, c'est sur le papier. Pourquoi il y a ce crédit d'impôt? Parce que là-dedans, souvent, dans maintenant les schémas, notamment de défiscalisation dans les dom-tom, maintenant ça fait 40 ans qu'on en voit passer tous les 5 ou 6 ans ou les 10 ans, et on a du recul par rapport à ça. Et ce qu'on constate, c'est que quand même, 3 fois sur 4, le capital, il se déprécie. Alors eux, les vendeurs, ils vous disent pas ça. Ils vous disent, ouais, le marché à la Réunion, si vous regardez, il est stable, etc., etc. Ouais, mais les produits défiscalisants, comme ils arrivent tous sur le marché par vague au même moment, le moment où vous voulez revendre votre bien, souvent, vous n'arrivez pas à le revendre le prix que vous l'avez payé au début. Donc, en fait, le crédit d'impôt, il a pour vocation de couvrir ce risque. C'est-à-dire que l'État vous dit, mais même si vous perdez 35%, vous ne perdrez pas parce que c'est nous qui vous le finançons. Donc, investissez dans les dom-tom, puisque on vous couvre la perte jusqu'à 35% en vous la remboursant. Donc, à supposer que ça se passe malgré tout bien, que vous ne perdiez pas les 35%, mais que vous soyez à 0%, ça fait une rentabilité par rapport à l'investissement de départ qui est tout à fait incroyable, parce qu'il y a ce crédit d'impôt de 35% qui fait que vous gagnez 50% de votre investissement initial, plus la déduction fiscale dont Jean-Luc a parlé, plus les loyers qui tombent. Donc, si vous financez ça sur fonds propres dès le début, c'est vraiment un investissement avec une rentabilité incroyable. Si ça se passe bien, si vous avez choisi le bon gestionnaire, s'il n'y a pas de catastrophe climatique sur place, etc., etc. C'est quand même très exotique, c'est quand même risqué, il faut le dire, il faut le rappeler, mais si vous êtes un peu joueur et que vous avez envie de faire un voyage dans les îles pour aller voir votre bien immobilier tous les 2-3 ans, eh bien, c'est une façon de placer sa trésorerie. Voilà. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, mais si vous avez vraiment de la trésorerie à placer et que vous voulez diversifier, vous pouvez tout à fait faire du Girardin IS. C'est une opportunité à la fois en termes de placement, mais de rentabilité grâce à la défiscalisation qui vient doper complètement la rentabilité de ce type de projet. Allez, on continue et on termine avec des placements vraiment originaux et donc risqués. Dans les placements originaux et risqués à fiscalité normale, on va parler des ETF. Les ETF, c'est des classes d'investissement, si vous voulez, des supports d'investissement qui suivent ce qu'on appelle les sous-jacents. Donc, vous pouvez investir dans des ETF, par exemple sur le pétrole. Alors, il faut vraiment être spéculateur pour investir sur le pétrole en ce moment, parce que les hausses, la semaine dernière, le pétrole, il a perdu 10%. Après avoir gagné 20% en 2 semaines, il a perdu 10% quasiment une journée. Donc, c'est très, très olé, mais vous pouvez, avec les excédents de trésorerie, certains excédents de trésorerie de votre société, faut pas dépasser, faut pas mettre votre société en risque. On va en parler tout de suite après, mais vous pouvez investir là-dedans. Vous pouvez investir dans l'or physique, acheter des pièces de monnaie, acheter des lingots d'or ou l'or papier. Vous pouvez acheter auprès d'organismes financiers. Vous pouvez investir dans de l'or papier, c'est-à-dire des actifs papier, des actifs financiers qui suivent le cours de l'or. Alors qui suivent le cours de l'or en euros ou qui suivent le cours de l'or en dollars, si vous voulez coupler le placement or-dollar. Mais enfin, les deux, en général, ont des orientations qui sont opposées. Donc, au final, voilà. Pour placer dans l'or, il faut quand même être un peu un spécialiste, mais vous pouvez le faire. C'est quand même, quand vous regardez la courbe de l'or depuis 20 ans, c'est quand même assez magistral, l'envolée de l'or. Donc sachez-le, votre société peut investir dans l'or. Dans les obligations de crowdlending, ça je vous en parle parce que le crowdlending, c'est, vous savez, il y a des places de marché. On a fait aussi un webinaire là-dessus, donc si vous regardez sur YouTube, vous retrouverez la vidéo. Mais vous pouvez investir dans des plateformes de financement participatif. Il y a Anaxago, par exemple, Anaxago qui fait maintenant, qui faisait du financement participatif action, mais maintenant qui fait que de l'obligataire pratiquement, avec des rentabilités affichées qui sont très très élevées. Mais pourquoi elles sont élevées? Parce que c'est des obligations, vous souscrivez à des obligations qui viennent financer des projets qui sont souvent des projets immobiliers. Donc, il y a des rentabilités affichées qui sont très élevées, 10-12%, mais il y a un risque qui est élevé aussi.
Parce que si on vous propose 12% de rentabilité, c'est qu'il y a un risque qui est important. C'est-à-dire que même l'emprunteur, lui, reconnaît son risque en acceptant de vous payer 12%. C'est qu'il vous dit, je vais vous verser 12% d'intérêt, mais voilà, il y a un risque de défaut de paiement. Et le crowdlending, ça finance depuis 4-5 ans beaucoup des projets immobiliers. Et là, avec le retournement de marché qui est en train de s'opérer, il y a quand même quelques promoteurs qui vont faire défaut. C'est à n'en pas douter, malheureusement. Et donc, voilà, tout le monde ne retrouvera pas sa mise de départ sur ces investissements en crowdlending. Si vous faites des gains sur ce type de placement, la fiscalité, toujours la même, c'est la fiscalité sur les bénéfices de votre entreprise, 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-dessus. Des placements spéculatifs, vraiment spéculatifs. Il y a là, c'est tous les placements type options, options d'achat, options de vente, même si c'est difficile de rentrer là-dedans. Les crypto-monnaies, hautement spéculatifs. Alors, les cryptos, ça pose un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte d'achat de crypto, eh bien, on ne vous demande pas forcément votre identité. Donc, c'est assez difficile d'ouvrir un compte crypto pour une société, tout simplement parce qu'en fait, nous, quand on regarde dans le détail, eh bien, les comptes, les clés crypto, les comptes ouverts, ils sont faits au nom du dirigeant, mais rarement au nom de la société, ou parfois au nom de personne. Donc, quand vous achetez un crypto, vous avez en fait un code sur quelque part dans le cloud ou sur une clé, et donc le propriétaire, c'est celui qui l'a dans la main. Donc, c'est vous, et faites attention parce que c'est vous. Donc, fiscalement, c'est pas la société qu'on est propriétaire. Donc, on a des clients qui, au moment du bilan, on leur a dit, mais est-ce que vous pouvez nous envoyer vos relevés de crypto? En fait, ils n'étaient pas toujours en capacité de le faire. Et certains nous ont dit, mais en fait, ce sont des comptes dont le titulaire, c'est... alors, je ne sais plus, on n'est pas, nous, spécialistes des cryptos, mais c'était pas eux qui étaient propriétaires, c'était un code ou j'allais dire une adresse mail, pas tout à fait le terme, mais ils n'avaient pas la possibilité de rentrer l'identité de la société. Donc, ça veut dire que fiscalement, le jour où le fisc constate ça, le fisc, lui, il va pas rentrer dans les détails, il va dire si vous ne pouvez pas me démontrer que l'actif appartient à la société, je considère que ça appartient aux dirigeants. Donc l'argent que vous aurez placé dans vos cryptos, il y a un vrai risque que le fisc considère que ce soit en fait de l'argent qui a été pris par le dirigeant pour faire un placement financier par le dirigeant. Donc c'est voilà, simplement pour dire crypto. Dans le cadre d'une société, faites super gaffe parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à la position du fisc. Et ce qu'on voit, comme ça bouge un peu dans tous les sens, les cryptos, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une adéquation entre ce que disent les textes et ce que proposent les acteurs des crypto-monnaies. Et forcément, quand le fisc va contrôler les placements crypto, ça risque de faire des étincelles. Même chose pour les NFT, non-fungible tokens, qui sont des petits actifs financiers qui ont eu des valeurs qui ont oscillé très très fortes. Ça peut être tentant de placer son argent là-dedans. Faites-le si vraiment vous avez envie de vous amuser. Faites-le dans des proportions qui sont limitées. C'est-à-dire soyez prêts à tout perdre parce que, tout comme le crowdfunding, vous pouvez tout perdre. Voilà, 100% de ce que vous avez investi, donc c'est quand même risqué. Les cryptos, vous pouvez perdre 100%. Et les options, faites attention, vous pouvez perdre plus que 100%. Donc tout ça, c'est très très spéculatif. Nous, le message qu'on voulait vous faire passer ce soir, c'est que si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire. Faites-les, encore une fois, sur des enveloppes d'investissement très limitées, qui ne mettent pas en risque l'activité de votre société, et faites-les dans un cadre juridique structuré qui vous permette, lorsque le fisc se pointera, de pouvoir démontrer que ces investissements ont été faits par votre société et pas par vous. Si vous faites des gains malgré tout sur ces placements, avec ces placements risqués, fiscalité, toujours la même pour le moment, 15%, 25%. Donc, combien pouvez-vous investir et placer? Eh bien, ça, on nous pose souvent la question, combien je peux? Quelques conseils.
La première chose, c'est garder en trésorerie disponible ou dans des placements facilement liquides, facilement disponibles, au moins 6 mois de charges d'exploitation. Ça, c'est le minimum. Donc, si vous dépensez 100 000 euros par an, qu'il vous faut 100 000 euros pour vivre par an, pour faire tourner votre boîte par an, eh bien, mettez au moins 6 mois de charges d'exploitation. On l'a vu avec le Covid, c'est quand même un minimum. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Si votre chiffre d'affaires se gèle d'un seul coup, est-ce que vous êtes en capacité de tenir et combien de temps vous pouvez faire tourner la boutique? Mettez 6 mois de côté, c'est un minimum. Deuxième conseil, n'investissez à long terme que vos bénéfices réalisés ou les financements à long terme que vous avez. Si vous prenez des emprunts, par exemple pour investir dans l'immobilier, évidemment, n'investissez que, investissez le montant de l'emprunt, mais surtout, voilà, sur le long terme, investissez vos bénéfices, parce que vos bénéfices, c'est de l'argent qui a été gagné, c'est de l'argent, c'est de l'acquis. Donc, en investissant dans le long terme, eh bien, vous ne prenez pas véritablement de risques. Le mauvais calcul, c'est d'investir dans le long terme de l'argent dont vous avez besoin à court terme. Voilà. Et parfois, dans les trésoreries des entreprises, on est un peu perdu. Vous ne savez plus si votre trésorerie, c'est en fait de la ressource long terme ou de la ressource court terme. Donc, demandez-le nous, les experts comptables, nous les comptables, on est capable, en regardant ce qu'on appelle les capitaux propres, de voir assez facilement, en regardant votre bilan, en regardant la photo du patrimoine financier de votre entreprise, de vous dire la part qui est à court terme, la part qui est à long terme, et ce que vous pouvez placer en trésorerie. Donc ça, il faut qu'on en parle ensemble. Si vous avez des doutes, parlons-nous, on se fait une petite visio et on regardera ensemble votre bilan pour savoir quelle est la structure d'investissement et de placement que vous pouvez faire en fonction des bénéfices. Et puis, soyez au clair sur votre profil de risque. Votre profil de risque, votre appétence au risque, ça c'est, j'allais dire en fait, la chose la plus importante. Est-ce que vous aimez le risque ou est-ce que vous n'aimez pas le risque? Si vous n'aimez pas le risque, c'est pas la peine de vous intéresser à tout ça. Si vous voulez dormir le soir sur vos deux oreilles, eh bien, oubliez les trois quarts de ce qu'on vous a montré ce soir. Choisissez plutôt des produits structurés que votre banquier vous proposera. Et voilà, c'est très, très important. Si vous êtes stressé par le risque, oubliez, concentrez-vous sur votre business, concentrez-vous, mettez toute votre énergie sur vos produits, vos services et vos clients et n'en mettez surtout pas, ne soyez pas stressé par vos placements financiers. Dernier conseil, au-delà de 100 000 euros, faites-vous quand même conseiller et accompagner, quelle que soit l'activité. 100 000 euros, c'est quand même des gros sous. Faites-vous conseiller quoi, par un banquier, par un conseiller en gestion de patrimoine, voilà, des gens qui connaissent les placements et les risques. Point de vigilance, on termine avec ça. On vous le disait, si vous ouvrez un compte titre, ouvrez le compte au nom de la société. Ça, c'est vraiment de l'expérience vécue. Donc, faites gaffe à ça. Ne placez pas l'argent de votre trésorerie, de votre société sur vos comptes perso. Attention au risque d'abus de biens sociaux sur les achats de crypto. Si le fisc vient à requalifier, on vient d'en parler, les investissements que vous avez faits comme des investissements personnels et que les investissements réalisés, vous perdez de l'argent dessus et que ça met en risque votre société, eh bien, il y a un risque d'abus de biens social et vous pourrez être tenu à devoir payer notamment les dettes de la société si la mauvaise gestion que vous avez fait de la trésorerie de votre entreprise a conduit, par exemple, celle-ci au dépôt de bilan. Et le risque fiscal sur les pertes crypto, il y a un risque de non-déductibilité de vos pertes fiscales si le fisc considère que ce que vous avez fait, c'est un acte anormal de gestion, c'est encore autre chose que l'ABS, que l'abus de biens sociaux, simplement un acte anormal de gestion. Si vous avez placé 90% de la trésorerie de votre entreprise sur des actifs type NFT et que vous avez tout perdu en 2 mois, eh bien cette perte-là, le fisc peut très bien dire non, fiscalement elle n'est pas déductible parce que ce que vous avez fait, c'était déraisonnable. Vous n'auriez jamais dû le faire par rapport à l'activité de votre société et par rapport à la trésorerie dont disposait votre entreprise. Donc, voilà, ce risque fiscal, pour l'éviter, eh bien, je vous le disais, les cryptos, allez-y,
de façon modérée. Voilà, on a fait le tour du sujet, 45 minutes, donc c'est déjà pas mal. Il y avait des petites questions, il y avait une question sur les CPI, on y a répondu. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien Jean-Luc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ah. Oui. Non, bah parfait, je crois que t'as tout dit, Xavier, hein. Après, peut-être une chose, là, faut pas hésiter à faire bouger les banquiers quand même, parce que ils sont assez frileux là quand on veut placer sa trésorerie. Bon, là, ça change un petit peu parce que comme ils ont tendance un peu à se faire concurrence les uns les autres, mais il y a quelques années, en fait, fallait prendre que des placements qui rapportaient rien du tout, et quand vous les placez sur des choses un peu plus dynamiques, c'est extrêmement compliqué. Donc, bien faire bouger le banquier pour lui dire, bon, bah, moi, je voudrais quand même quelque chose d'un peu dynamique. Mais bon, comme en ce moment, là, les taux, là, en effet, ils sont assez élevés, donc on peut faire des placements sans prendre trop de risques. Tout à fait. Et je termine juste sur une question qui a été posée alors que tu parlais, on en avait parlé au début du webinaire, pour les entreprises individuelles. Oui, une entreprise individuelle, elle peut faire des placements, sauf que les gains qui vont être réalisés par l'entreprise individuelle, ils vont être imposés en tant que, à votre niveau, en tant que personne physique. Donc, entreprise individuelle, si vous faites des gains, ça va être imposé comme un gain personnel. Donc, dans les revenus fonciers, alors revenus fonciers pour l'immobilier et placements financiers, gains sur les valeurs mobilières de placement, si vous faites des gains en bourse avec l'argent de votre entreprise individuelle. Merci d'avoir posé la question. Ça nous permet de boucler le sujet. Bah, Arnaud, sinon, a priori, son entreprise individuelle, elle a opté à l'IS, quoi. Donc, Ouais. du coup, ça sera taxé au niveau de la société, enfin de l'entreprise, quoi. Alors, voilà, si elle est soumise à l'IS, c'est taxé au niveau de la société. Si elle est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est taxé à votre niveau, à titre personnel. Oui. Bonne soirée. Bon, bonne À soirée. ce prochain webinaire. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si ça vous a plu, ça nous donnera plus de visibilité. Ça nous encouragera à continuer à publier nos webinaires et à les développer et les mettre en ligne. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.